Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ce live. Aujourd'hui donc on va parler du DOM. On va voir un petit peu plus ce que c'est le DOM tout de suite, mais on va aussi parler du coup de la manipulation du DOM en JavaScript avec toutes les méthodes, enfin les fonctions getElementById ou getElementByTyName, etc. Et les query selector. Alors pour commencer, le DOM, qu'est-ce que c'est? DOM, ça signifie Document Object Model. Alors ça peut être un gros mot au premier abord pour ce que c'est. C'est quelque chose qui n'est pas très compliqué au final. C'est une sorte d'arbre. En fait, quand vous faites du HTML, par exemple, si je fais hop, un truc tout simple, une div avec bonjour, hop, si j'affiche ma page, en fait, le navigateur, lui, il va pas afficher du HTML directement. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va interpréter à la fois le HTML et le CSS de votre page, et avec ça, il va construire ce qu'on appelle le DOM, justement. Si je me mets en... Si j'ouvre les outils de développeur, hop, ici, qu'on va dans Elements, ce qu'on voit ici, c'est le DOM. Alors, c'est une représentation orientée HTML du DOM, mais c'est le DOM. Si par exemple, derrière, je fais un document, hop, ça c'est le DOM, précisément, dans lequel on retrouve tous les éléments. Et après, du coup, on peut récupérer par exemple le body, pas comme ça. Voilà. Et là, on récupère le DOM. Alors, les éléments du DOM, le truc, c'est que ça va être un ensemble de propriétés. C'est du JavaScript, hein, c'est de la notation JavaScript en mode orienté objet. Et du coup, on a des objets qui contiennent plein d'informations et qui eux-mêmes contiennent des enfants qui sont d'autres objets avec plein d'informations, etc. Et tout est construit comme ça à partir du HTML et du CSS. Donc on retrouve à la fois les informations HTML, c'est-à-dire quel est le type de balise, quels sont ses attributs, si c'est un lien, est-ce qu'il y a un href, etc. Mais aussi on retrouve toutes les propriétés CSS qui ont été appliquées sur cette balise. Donc le style, la position, la couleur, toutes ces choses-là se retrouvent dans le DOM. Et avec ça, en fait, ben, on affiche la page et on peut manipuler le DOM, c'est ce qu'on appelle la manipulation du DOM du coup, c'est de manipuler ses propriétés pour changer l'affichage de la page. Pour faire ça, il y a pas mal de méthodes qui existent. Hop. Si je reprends mon éditeur de code, je vais faire un fichier index.js. Il y a une première méthode qui fonctionne avec l'ID. Je vais mettre un ID container par exemple. C'est de faire document.getElement by ID. Ça, c'est la méthode la plus simple, c'est celle qu'on apprend généralement en premier quand on fait du JavaScript et qu'on veut manipuler le DOM. Donc, cette méthode, elle retourne une référence du premier objet qui correspond à la valeur spécifiée de l'ID. Alors normalement, un ID, on est censé en avoir qu'un seul dans une page HTML, on ne peut pas avoir plusieurs fois le même ID. Pour autant, techniquement, il n'y a rien qui empêche de mettre plusieurs ID, même si on ne doit pas le faire. Dans ce cas-là, en fait, le getElementById va retourner le premier qui correspond. Donc si à un moment donné, quand vous faites du JavaScript, que vous générez du code, du HTML, faites attention parce que ça arrive régulièrement quand on commence de vouloir mettre un ID dans le HTML qu'on génère, mais du coup on va générer en boucle plusieurs blocs avec le même ID. Et le getElementById va donc retourner le premier qui correspond. Donc si je mets container, hop, et je vais faire un console.log de ça. Hop, hop. Alors je vais le faire une première fois volontairement avec une erreur. C'est pas une erreur, vous allez voir, je vais vous expliquer ça. Hop. Donc je charge mon script ici. Si je retourne sur mon navigateur, hop, et que j'ouvre les outils de développeur, je recharge dans la console, il m'affiche nul. Il ne m'a pas affiché l'élément lui-même que j'ai sélectionné. Pourquoi il ne l'a pas affiché? Parce que le DOM, comme on l'a dit, il était chargé par le navigateur. C'est-à-dire que le navigateur reçoit les fichiers et il va les interpréter pour le charger, mais ça prend un certain temps à charger. Dans le HTML, on a toujours une partie head et une partie body. Pour rappel, la partie head, ce sont les entêtes, et le body, c'est le corps de la page. Et le head est un chargement bloquant. Donc tout ce qui se trouve dans le head est bloquant, et c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas commencer à charger le body tant que le head n'a pas fini d'être chargé. Et vu que le script est dans le head, ici, en fait, il est chargé et il est exécuté avant même que le body ait été chargé. Du coup, la balise avec l'ID container n'existe pas encore au moment où on exécute le JavaScript. Et donc, cette fonction-là nous retourne nul parce que la balise n'existe pas encore.
Pour ça, il y a plusieurs solutions. On peut soit mettre un A5 ou défaire ici, qui va permettre de rendre le chargement asynchrone et du coup éviter que ce fichier soit chargé avant le DOM. Mais j'ai tendance à préférer de suggérer de mettre cette balise script à la fin du body. Comme ça, le script est chargé vraiment à la fin du body, donc une fois que toute la page a été chargée en HTML. Là, si on enregistre et qu'on retourne sur le navigateur, cette fois-ci, il m'affiche bien la balise en elle-même ici. Maintenant, si on va dans les sources, je voudrais voir si c'est un petit peu différent. Hop. Hop. Voilà. Là, on est vraiment sur le DOM en lui-même. On n'est plus comme dans la console où il affiche une interprétation du DOM en version HTML. Ça, c'est le DOM. Donc si je passe ma souris sur document, par exemple, hop, document, là, on est vraiment sur le DOM complet. Ça, c'est la représentation en notation JavaScript du DOM, où on retrouve toutes les informations dont je vous parlais. Donc on a l'URL de la page, on a l'élément qui est actif, c'est le body, on va retrouver beaucoup de choses. Les enfants, normalement, ils vont être dans child node. Ici, child node, ici on retrouve en fait tous les enfants de l'élément principal qui est le document. Donc on retrouve la balise HTML qui est même à nouveau à plein d'informations, plein de propriétés, et des child nodes, dont le body, qui lui-même a plein de choses, dont des child nodes avec la div conteneur, etc. Ça c'est le DOM. Et donc là on a vu le getElementById, c'est la version simple pour récupérer. Une fois qu'on a récupéré, on peut modifier beaucoup de choses. Par exemple, je pourrais vous montrer quelque chose de tout simple. Alors généralement dans les cours on a tendance à faire let conteneur égale hop. Et à la ligne suivante, on va faire container point style.background color égale red par exemple. Là, si je retourne sur ma page, normalement, si je rafraîchis, hop, hop, il m'a mis le fond du body en rouge. C'est pas nécessairement une bonne pratique de faire ça, de créer une variable, si on s'en sert une seule fois en fait. Le fait de créer une variable, c'est pratique parce que ça évite, si on en a besoin plusieurs fois, de refaire l'instruction. Ça consomme un petit peu, c'est pas énorme en termes de consommation de performance, mais ça consomme un petit peu quand même. Donc du coup, si on s'en sert plusieurs fois, c'est contre-productif de réexécuter ça plusieurs fois pour à chaque fois au final manipuler le même élément. Donc si on s'en sert plusieurs fois, il vaut mieux le mettre dans une variable. Si on s'en sert une seule fois, on peut très bien chaîner, c'est-à-dire faire ça, comme ça. Étant donné que document getElementById retourne un objet qui correspond à l'élément dans le DOM, on peut directement derrière modifier sa propriété. Et c'est vrai pour toutes les fonctions de récupération d'éléments du DOM, à chaque fois on peut chaîner directement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de fonctions qui existent en JavaScript, avec les getElements by quelque chose. Alors bien faire attention, par contre, il y a getElementById, celui-là s'écrit comme ça, et on a par exemple le getElementByClassName. Dans ce cas-là, c'est getElements avec un S, c'est très important ce S. By tagName. Donc là, le tag, by className, pardon, je voulais faire celui d'abord. Hop. Donc si je mets une classe, par exemple, je vais mettre un span class égale texte. Hop, et je vais en mettre un deuxième. Bonjour, bienvenue. Hop. Là, si on fait ça, en fait, ça ne va pas fonctionner. Je vais vous montrer en exécution tout de suite. On a eu une erreur ici. Il nous dit cannot set properties of undefined. Alors oui, conteneur déjà ça va pas. J'ai mis texte. Donc c'est la classe texte. Donc là on se base bien sur la classe texte pour récupérer les éléments. Et pour autant, ça ne fonctionne pas. Il dit cannot set property of undefined. Hop, je vais mettre un point d'arrêt. On va recharger. On va prendre ça. On va voir ce que ça donne. Et ça nous retourne un HTML collection. Donc ça ne retourne pas un élément comme on avait tout à l'heure. Je vais remettre l'autre comme ça, on va pouvoir comparer les deux. Document.getElementById container. Hop, hop. Donc là, celui-là, si je le sélectionne, ça nous retourne un div conteneur. Donc c'est bien un élément directement qui est retourné et qu'on peut manipuler. Par contre, celui-là, comme je vous montrais juste avant, ça retourne un HTML collection.
En gros, un HTML collection, c'est une sorte de tableau d'éléments. Donc on a plusieurs éléments qui sont dedans. Et c'est pour ça que le S est important ici, parce qu'en fait, quand on sélectionne by class name, on peut avoir plusieurs fois la même classe dans une page, et du coup, le get elements by class name retourne tous les éléments qui correspondent à cette classe. Et on ne peut pas les manipuler directement, étant donné que c'est un tableau. Donc il faut dire quel élément on veut. On peut par exemple, je ne vais pas le faire ici, mettre crochet 0 pour récupérer le premier élément qui est dans la liste. Si je rafraîchis cette fois-ci et que je sélectionne ça, là on a bien un span text. Donc là on a un élément qu'on peut manipuler. Et si je continue, normalement le bonjour devrait être sur fond rouge, mais pas bienvenue. Voilà. Je vais zoomer un peu ici, donc on voit mieux. Voilà. Et du coup, il y a plein de trucs comme ça qui existent, et la plupart sont des tableaux qui vont être retournés. On a par exemple aussi le get elements by tag name. Celui-là fonctionne sur les noms de tags, c'est-à-dire le nom des balises. On a par exemple le span ici, de la même façon, donc je peux sélectionner sur span, et là il va récupérer tous les spans. Hop, si je rafraîchis, je pense que je l'ai fait planter à force. Ah, c'est bon. Ok, donc là, si je sélectionne ici, on voit bien qu'on retourne à nouveau une HTML collection avec les deux spans, et de la même façon, avec le 0, on peut récupérer ça. On peut aussi les parcourir. Alors juste un petit truc particulier. On va faire ça tout de suite. Hop. Donc je vais le mettre dans une variable. Cette fois-ci, ça va être pratique parce qu'on va manipuler cette variable. Ou on pourrait faire une boucle directement à la limite. Tiens. For let span of. Hop. Et là, on peut faire span.style.backgroundColor égale red. Si je rafraîchis, hop, je change le point d'arrêt, et que je vais sur la page, là, il a bien appliqué sur tout. Donc on a réussi à boucler sur la collection pour pouvoir appliquer le style sur l'ensemble des éléments qui ont été récupérés. Alors il y a un autre truc qui existe, qui est plus récent, pour récupérer les éléments du DOM. Tout ce qui est getElementBy, ça existe depuis quasiment toujours en JavaScript, c'était la base à l'origine pour récupérer les éléments. Il y a quelque chose qui est sorti plus récemment, il y a 6-7 ans maintenant, je crois, peut-être un peu plus même, qui va être un peu plus pratique, c'est le Query Selector. Le Query Selector, au final, il permet de faire exactement la même chose que les getElementBy, sauf qu'il est plus pratique à utiliser, tout simplement parce qu'il est basé sur les sélecteurs CSS. Donc par exemple, on peut faire document.query selector. Et là, il suffit de mettre en fait un sélecteur CSS. Donc si on veut à nouveau le div conteneur, on va faire dièse container, le sélecteur CSS pour récupérer l'ID conteneur. Hop, background. J'ai oublié le style. Color égale red. Hop, si je retourne à nouveau sur ma page, j'ai bien mon conteneur qui est entièrement en rouge en fond. Et comment ça fonctionne en fait? Il y a deux fonctions qui existent pour le Query Selector. Il y a Query Selector et il y a Query Selector All. La différence, c'est que Query Selector va retourner le premier élément qui correspond. Par contre, le Query Selector All retourne l'ensemble des éléments qui correspondent. Mais c'est super pratique parce qu'on peut du coup récupérer pas mal de choses. Par exemple, on pourrait faire un input type égale checkbox, name égale check par exemple, et value égale 1. Hop, je vais en faire 2, 3 comme ça. 2, 3. Je vais plutôt le faire en radio, qu'il n'y en ait qu'un seul de cocher, ce sera plus pratique. Hop, et là, je peux essayer de récupérer du coup les checks. Alors, je vais faire un sélecteur CSS. Pour ça, on va prendre du coup les input name égale check. Hop. Si je fais un query selector all, là, je vais tout récupérer. Hop, mettre un point d'arrêt. Je vais prendre avec ma souris. Hop, et là, on voit bien qu'on récupère les 3 inputs.
Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir récupérer celui qui est coché. Donc par exemple, je vais reprendre cette ligne-là. Je vais le faire en mode console. Hop. Si je vais sur ma page, j'ai mes trois éléments. Je coche le deuxième. Et en JavaScript, je voudrais pouvoir récupérer l'élément qui a été coché. Et bien, il suffit simplement de changer un petit peu le sélecteur avec du CSS. Alors effectivement, il faut se souvenir des sélecteurs CSS, mais il y avait un autre cours sur Training Dev qui récapitule un petit peu tous les sélecteurs. N'hésitez pas à le revoir, ça pourra vous faire un petit rappel. Et du coup, il y a une pseudo-classe qui est le 2.checked qui permet de dire les éléments qui sont cochés. Et là, cette fois-ci, du coup, avec le query selector all, alors le truc, c'est que query selector all, ça va toujours retourner un tableau. Donc là, on a un node list. Si je fais la même chose avec juste query selector, là, ça me retourne le input value 2, celui qui a bien été coché. Donc ça va permettre de faire des choses un peu plus avancées ou un peu plus facilement en tout cas. Parce que si on le fait en getElementBy, en fait, il faudrait faire un document.getElementBy class name check. Il faudrait que je modifie. Alors, ça je vais le copier. Il faudrait que je rajoute ici la classe. GetElement, le S, on n'oublie pas. Donc il faudrait que je fasse ça. Ensuite, il faudrait que je fasse une boucle for let input of ça, justement. Hop. If input. Je ne me rappelle plus d'ailleurs. Alors je vais le mettre dans le code, ce sera plus facile pour débugger. Hop. Donc là, le input, pour retrouver le checked attribute, ça doit pas être ça. Checked, il est là le checked. Donc if input.checked, à ce moment-là, hop, je vais refaire là. Donc if input.checked, à ce moment-là, on va mettre dans la variable let checked input égale nul, check input égale input, et un break. Je crois que c'est un break pour sortir de la boucle. Alors je vais en cocher un par défaut parce que sinon ça va pas fonctionner. Je vais cocher le deuxième. Hop. Voilà. Et quand on arrive là, on a bien le input en question qui a pour value normalement 2. On va aller sur le value. Value 2. Voilà, donc au final, on a réussi à faire la même chose avec un getElementByClassName que cette ligne-là. Donc vous voyez quand même que ça peut être relativement plus pratique d'utiliser. Et c'est vrai pour beaucoup de choses. Et le truc, c'est qu'on peut faire absolument tous les sélecteurs CSS. La base du query selector, c'est le sélecteur CSS. Donc il suffit de bien être à l'aise avec tout ce qui est CSS et les sélecteurs pour pouvoir utiliser ça et du coup manipuler les éléments derrière. Ça du coup, tout ce qu'on vient de voir, c'est la base de la manipulation du DOM en JavaScript. À partir du moment où vous maîtrisez ces éléments-là, donc les getElementBy et les query selectors, vous êtes capable de récupérer n'importe quel élément dans le DOM, de le modifier, de lui ajouter ou supprimer des choses, etc. Et c'est ça qui va faire la modification de l'affichage de votre page HTML directement. Alors après, il y a des choses un petit peu plus avancées qu'on pourrait voir pour manipuler en soi-même. Par exemple, pour rajouter des éléments, il y a plusieurs façons qui existent, qui ne sont pas toutes appropriées. Par exemple, on a souvent tendance à voir... Oh, je vais récupérer ce que j'avais là. Je ne vais pas faire exactement ça. Dièse container.
pair.inner HTML égale et mettre ici directement du HTML. Div machin truc. Ça, c'est pas nécessairement une bonne méthode. Si vous faites du HTML pur comme ça, c'est pas pratique, enfin c'est pas recommandé parce que le inner HTML c'est le contenu lui-même et faut éviter de modifier directement le contenu parce on va avoir tendance à supprimer certaines liaisons qui existent dans le JavaScript, principalement tout ce qui est lié aux événements, etc. Et voilà, on va remplacer beaucoup de choses très rapidement et on va supprimer beaucoup de choses, et ça va pas être pratique. Ce qui est recommandé plutôt, c'est de manipuler avec des inserts. Alors non, il y a d'abord les append child, où là on peut ajouter directement un node. Alors le truc c'est qu'il faut construire un node, on peut pas mettre du HTML directement ici. Les nodes ça peut se construire par exemple avec document.create element div. Là on a un élément qu'on peut manipuler, bah, toujours pareil avec par exemple class list.add test. Et du coup, on peut faire un punchild de la div en question, ce qui va l'ajouter à la fin du conteneur. Et je reviens par exemple ici sur ma page, je vais aller dans Elements, je rafraîchis. Dans conteneur, à la fin, j'ai bien une div class test qui a été ajoutée. Il y a une autre méthode qui existe qui peut être pas trop mal aussi pour pouvoir ajouter justement soit du node, soit du HTML sans changer vraiment les événements qui existent déjà. C'est justement le insert. Alors il y a le insert before, insert adjacent et il y en a un autre, je ne me rappelle plus. Alors insert before, lui, il fonctionne que avec un node de mémoire, c'est bien ça. Donc lui, il faut lui passer un node. Et du coup, on peut lui dire en fait, on veut insérer tel node avant tel autre node. Le truc, c'est qu'on se base sur un conteneur et il faut lui dire avant quel node on veut l'insérer. Div, virgule, et là, c'est un child node, donc on peut faire un document.query selector par exemple. Je vais reprendre celui que j'avais tout à l'heure, ça sera pratique. Hop. Et là, du coup, ça devrait en fait insérer le div juste avant le deuxième impute checkbox, enfin impute radio, celui qui est coché. Si je retourne sur ma page, hop, je rafraîchis. Là, cette fois-ci, il a bien été inséré juste avant. Et il y a une autre méthode pour insérer du HTML directement, du coup, c'est le insert adjacent HTML. Donc là, cette fois-ci, on peut mettre directement du HTML ici si on veut. Enfin, div class égale test 2. Hop. Et lui, en fait, il va insérer à une position adjacente. La position et le texte. Ok, donc là, c'est la position. Donc c'est ici qu'on va mettre ça. Hop. Et là, si je retourne sur ma page, hop, the value provide is not one of. Ah oui, non, c'est. Pardon. C'est pas directement par rapport à un élément, c'est soit after begin, donc après le début, after end, donc après la fin, before begin avant le début et before end avant la fin. En gros, on a notre balise conteneur. Si on fait after begin, il va mettre la div juste après le début du div conteneur. Si on fait after end, il va mettre la balise juste après la fin du div conteneur. Donc elle va être en dehors du div conteneur, elle va être après. Before begin, elle va être avant le div conteneur. Et before end, elle va être juste avant la fin du div conteneur. Par exemple, on va faire le before begin. Hop. Là, on voit le test 2 a été inséré juste avant le conteneur. Tandis que si je change en after begin, par exemple, on va être tout au début du conteneur à l'intérieur. Ici. Ce qui est pratique avec ça, c'est qu'on peut mettre directement du coup du HTML et on peut utiliser l'interpolation de variables, si vous vous souvenez bien. Donc avec le backtick, on peut faire ici directement du HTML. Et le côté pratique, c'est qu'on peut mettre des $accolades pour mettre des variables. Par exemple, let prénom égale Aurélien. On peut mettre directement la variable prénom ici. On ne peut pas y arriver.
Et là, si je retourne sur ma page, dans le div conteneur, j'ai bonjour Aurélien qui est affiché ici. Alors j'ai une accolade en trop, je pense. Ici, oui. Voilà. Donc là, on a bien le bonjour Aurélien. Si je vais sur le navigateur, on va voir que c'est bien affiché. Donc ça, c'est super pratique. C'est justement le mix entre les query selector qui permettent du coup de sélectionner un élément et l'insertion d'éléments à l'intérieur. Alors, il n'y a rien qui vous oblige à faire le truc ici, parce que des fois, on va avoir un bloc HTML qui va faire 15 lignes. Ça va pas être super parlant si on commence à passer des lignes ici. Donc, si vous voulez, pour plus de clarté, il n'y a rien qui vous empêche de faire string, quelque chose comme ça, une variable. Ici, de préparer tout votre HTML sur plusieurs lignes comme vous en avez besoin avec les backticks. Et après, ici, d'insérer du coup le HTML string. Ça peut être plus clair en termes de code. Il y a un autre truc très pratique avec le query selector aussi, c'est qu'on peut l'utiliser sur n'importe quel type d'élément. Contrairement au getElementById qui lui doit obligatoirement être utilisé sur document. Donc on est obligé toujours de faire document.getElementById, document.getElementByClassName. Le query selector, il peut être utilisé sur n'importe quel élément. Si je reprends par exemple ici, alors je vais réfléchir à un petit exemple pratique. Hop. Div class égale product. Et à l'intérieur, je vais mettre un img. Je mets n'importe quoi, hein, c'est juste faire un exemple. Et button class égale add basket. Ajouter au panier. Hop, je vais en faire un deuxième comme ça. Et je vais remettre des ID ici. Du coup, on a un bouton à chaque fois ajouter au panier. Le truc, c'est que quand on clique sur ce bouton, ce qui serait pratique, c'est de récupérer l'ID. On pourrait mettre l'ID du produit directement. Alors d'ailleurs, je vais mettre des data-id par ID. On pourrait mettre le data ID directement sur le bouton pour le récupérer, mais ça va pas être hyper pratique parce que généralement dans ce type de bloc, on va avoir plein d'informations qui ont besoin de l'ID. On peut même avoir plusieurs boutons ajouter au panier, supprimer du panier, modifier la quantité. Et on va pas commencer à ajouter le data ID sur chacun des boutons et chacun des trucs. Ça va pas être hyper pratique. Donc on va préférer mettre un data ID, alors c'est des datasets, hein, mais c'est juste une information qui se trouve ici qu'on peut récupérer en JavaScript. Et du coup, en JavaScript, ce qu'on peut faire, c'est du coup récupérer document query selector all les add to basket. Donc c'est une classe, je vais mettre un point. Point for each, comme ça je peux boucler dessus. Button button.addEventListener clic. Hop. Et quand je clique dessus, du coup, j'ai mon bouton. Donc le bouton, c'est le bouton sur lequel on a cliqué. D'ailleurs, je vais pas mettre bouton, je vais plutôt utiliser current target. Donc ça, le current target, c'est la cible de l'événement. Donc c'est le bouton sur lequel on clique. Et il y a un truc qu'on peut utiliser, c'est le point closest. Alors le point closest, ça fonctionne exactement comme le query selector, sauf qu'au lieu d'aller chercher dans les enfants, en fait, il va aller chercher dans les parents. Donc là, on avait la classe product, donc je peux très bien faire closest.product. Et je vais faire un console.log de sta.dataset.id pour récupérer l'ID. Si je vais sur mon navigateur, là j'ai les deux boutons, du coup je peux cliquer par exemple sur le premier, et dans la console, ça va m'afficher 52, l'ID du premier produit. Si je clique, alors je vais l'ajouter à côté, ce sera plus pratique. Hop, si je clique sur le deuxième, il m'affiche 223. Donc il arrive bien à récupérer l'ID du produit sur lequel je clique. Et du coup, on peut manipuler ça dans tous les sens. Parce que par exemple, on peut vouloir, je sais pas, afficher la quantité. Span class égale quantity 0. Hop, hop. Et du coup, rajouter que quand on va cliquer sur le bouton, on va aussi modifier l'élément.
quantity, sauf que là, bah, le bouton quantity par rapport au bouton, c'est pas nécessairement facile de le récupérer. Sauf que si on fait un closest avec product, à partir du bouton, on remonte sur le product, et à partir du product, on est capable de récupérer le quantity qui est associé. Donc en faisant par exemple point query selector de point quantity. Point, alors là, je vais le modifier en brut. Alors je vais le faire un petit peu différemment. Quantity égale quantity.inner html égale parse int quantity.inner html plus 1. Hop, et là du coup, si je vais sur ma page, j'ai bien mes quantités qui s'affichent ici à côté. Si je clique sur un bouton, il m'ajoute la quantité au produit qui est associé. Donc on est capable à la fois de remonter dans le DOM vers un parent qui englobe le produit pour redescendre dans le DOM sur la quantité qui est associée à ce produit. Et c'est ça qui est aussi pratique avec les query selectors, c'est qu'on peut les utiliser du coup sur n'importe quel élément du DOM et pas nécessairement directement sur le document. Donc on peut, avec closest remonter, avec query selector redescendre et du coup réussir à atteindre des éléments très facilement.